Bienvenue sur Who You Gonna Call, le podcast qui démystifie le paranormal. Je suis chasseuse de fantômes et avec mes invités, nous décortiquons les phénomènes paranormaux emblématiques en rétablissant la vérité. Entre mythe et réalité, nous sommes là pour vous éclairer dans la joie et la bonne humeur. Allez, vous êtes prêts ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Who You Gonna Call. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un contexte très particulier. Mais avant tout, je vais vous présenter la personne qui est avec moi, qui est donc Julie. Coucou Julie, comment ça va ? Hey, buongiorno. Voilà, buongiorno. Oui, parce que, écoutez, c'est ça le contexte particulier. Nous sommes actuellement à Venise et peut-être que vous l'entendez autour de nous. Il y a toute une ambiance là, clairement, on est en plein cœur de Venise. On n'est pas très loin de la place San Marco qui est l'une des places les plus touristiques. On est au bord de la mer Adriatique avec un petit Aperol Spritz, hein. Écoutez ça, l'ASMR. Et on s'est dit, on va enregistrer le podcast ici parce que au moins, écoutez, c'est soit c'est formidable, c'est du génie notre idée, soit c'est complètement chaotique et vous n'allez rien entendre, mais on le tente. Donc évidemment, ce podcast enregistré au cœur de Venise, bonjour, va vous parler de Venise. On va vous parler de son histoire, on va vous parler de ses légendes et évidemment de ses fantômes. Alors, Julie et moi, on est là depuis 2-3 jours à Venise, on passe un moment exquis et vraiment, moi du coup je découvre pour la première fois Venise qui est absolument incroyable. Je me demande même en fait comment j'ai pu attendre aussi longtemps pour venir parce que ça rassemble à peu près tout ce que j'aime et c'est, je suis vraiment sur le cul à chaque coin de rue, clairement c'est absolument prodigieux, c'est beau, c'est atypique, pour les fans d'architecture comme nous c'est vraiment un plaisir pour les yeux à chaque centimètre carré et du coup d'un point de vue culturel et historique, donc là voilà, écoutez, on a on vous le fait en live, il y a une gondole qui arrive, alors sachez qu'il y a la mer Adriatique et les gondoles qui vont se balader sur les canaux passent un petit peu par la mer et du coup là il y a des vagues, les gens sont un petit peu, on dirait qu'ils vont se renverser, ce serait drôle. Mais sinon pour en revenir à ce séjour, on passe un moment absolument incroyable et évidemment sans surprise, en tout cas du point de vue ressenti, Venise est hantée. Il y a plein de choses à dire sur Venise et du coup je pense que ce podcast va le prouver. Mais déjà pour notre séjour, en tout cas moi je passe un moment exquis. Et toi ma chère Julie ? Laisse les gondoles à Venise, le soleil sur la Tamise. Voilà. Bon, tu aimes Venise. Donc le spritz c'est bon. J'aime beaucoup Venise, j'adore Venise. Toi tu étais déjà venue, c'est ça ? Il y a 27 ans de ça. Il y a 27 ans. Il y a 27 Est-ce ans. que tu étais venue avec l'école ou J'étais venue en voyage organisé, je faisais un tour d'Europe à l'époque. Incroyable. Et donc avec des personnes que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, je crois que Venise marquait le début de ce tour d'Europe. Et évidemment, en 27 ans, ça a quand même sacrément changé. C'est vrai ? Qu'est-ce qui a changé ? Ouais. Alors bon, déjà, il y a quand même beaucoup plus de touristes, hein, on ne va pas se le cacher. C'est vrai. Ça, c'est la partie un peu noire, j'ai envie de dire, de Venise quand même. Il y a moins de pigeons. Ça, par contre, c'est beaucoup plus agréable. Alors, on a troqué les touristes pour les pigeons. Bon, voilà. Que choisir, on ne sait pas. La peste, le choléra. C'est ça. Et surtout, Venise s'est enfoncée inexorablement depuis ses 27 ans. Et malheureusement, on en parlera tout à l'heure, elle va continuer à s'enfoncer dans les eaux. Et ça, évidemment, c'est pas ce qu'on a envie. Donc là, du coup, toi, sur ton second séjour, puisque tu n'es pas sur une découverte, est-ce que tu apprécies toujours autant Venise, voire plus ou moins ? Non, j'apprécie toujours autant parce que tu imagines bien que mes souvenirs d'il y a 27 ans sont plus tout à fait très frais quand même. Et que c'est un vrai plaisir de redécouvrir Venise. Ça reste un peu comme dans mes souvenirs et à la fois c'est tout nouveau, donc c'est exaltant. Et toi qui le découvres peut-être aussi en tant que personne qui s'assume en tant que médium, parce que j'imagine qu'il y a 27 ans c'était pas le cas, est-ce que tu es aussi plus ouverte à ça au niveau ressenti ? Complètement. Le bateau arrive en effet. Le bateau arrive. Je pense qu'on a compris. Courez les amis, courez. Alors revenons à Julie la médium. Donc, Julie la médium à Venise, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne beaucoup d'énergie. Par contre, c'est très fatigant. Au niveau ressenti, Okay. je trouve émotionnel. Okay. Je trouve que ça vide un peu. Tu vois, quand on vient le soir, je suis contente de pouvoir me reposer et de me vider un petit peu. Voilà, je trouve que c'est très chargé. Voilà. Alors c'est chargé et
C'est drôle parce qu'on peut y revenir déjà, mais on a fait un ghost tour hier. Bon, c'était pas le meilleur ghost tour de notre vie, hein, clairement. On était malheureusement sur une guide qui était pas très bien dans son truc. Hein. Clairement, elle était voix très monotone pendant 1h30, c'est très dur. Elle ne s'arrêtait pas forcément, elle marchait beaucoup. Bon bref, pas une bonne guide de ghost tour. Et du coup, la guide, elle dit que Venise est la ville la plus hantée au monde. Alors à ce moment-là, on s'est regardé, on s'est fait un peu les gros yeux parce que c'est un petit peu ce que dit chaque ville à chaque fois que tu fais un ghost tour. Maintenant, même si elle n'avait aucune référence de légende et qu'elle ne maîtrisait pas du tout son sujet, juste d'un point de vue, on va dire, logique et sensé, vu l'histoire de Venise, vu tout ce qui s'est passé, on va y revenir dans quelques instants, et vu toute cette architecture et toutes ces choses qui sont anciennes ici, tous ces artefacts, sans aucun doute, il y a des fantômes partout. Et même dans notre hôtel, on est dans un hôtel qui a plus de 100 ans. Il n'y a aucune légende connue là-bas, mais je peux vous confirmer clairement qu'il y a des mémoires et qu'il y a des choses qui se passent et qu'il y a des choses qui sont imprégnées dans les murs, ça c'est sûr et certain. Mais tiens d'ailleurs, est-ce que tu as eu une petite expérience fantomatique depuis qu'on est là? Alors c'est marrant parce que écoute, je pense que j'en ai une mini tout à l'heure, mais je suis pas certaine. J'ai mis ça sur le compte du spritz ou pas qu'on a pris. Mais disons que j'étais dans la salle de bain, j'étais devant la glace, en fait devant le miroir, j'étais en train d'essayer de me recoiffer tant bien que mal. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai cru voir quelqu'un derrière moi. Oh, wow. Mais ça a été tellement fugace, tu sais, cet instant, quand tu vois du coin de l'œil, en vision périphérique, voilà, je ne pourrais pas te l'affirmer ou pas, mais en tout cas, peut-être y avait-il quelqu'un dans ma chambre, peut-être. Eh bien écoute, maintenant qu'on s'avoue tout, je vais pouvoir te raconter mon expérience parce que je me rends compte que j'ai oublié. Hier, quand on s'est quitté, donc hier on a fait un ghost tour et puis on est rentré tout de suite à l'hôtel parce que nous en fait on est plutôt nous sommes des vieilles femmes qui aimons se lever tôt pour faire du tourisme et du coup on ne trouve pas vraiment d'intérêt à traîner la nuit. Donc là, après notre ghost tour, on est rentré clairement. Et en fait, ce qu'il faut savoir sur Venise, si vous n'êtes jamais venu ou même si vous êtes déjà venu, à partir de 21h, il n'y a plus personne dans les rues. Je trouve ça hyper impressionnant. Alors bien sûr, il fait frais, mais c'est pas non plus le pôle Nord. Mais hier, il pleuvait pas à ce moment-là, il me semble, et il n'y avait plus personne dans les rues. Donc clairement, je crois que tout le monde est comme nous, une tisane et au lit. Et quand on s'est quitté, donc on n'est pas au même étage, on n'aime pas dans la même chambre avec Julie. Moi, je suis arrivée au niveau de mon couloir, et en fait, c'est un couloir un petit peu qui bifurque dans tous les sens. C'est vraiment un labyrinthe. Et c'est trop bizarre, mais en fait, j'entendais comme si quelqu'un me suivait. J'entendais des bruits de vêtements, mais tu sais, genre tout doucement. Et en fait, je m'arrêtais à chaque recoin, parce que c'est ça qui était flippant, c'est qu'il y a au moins 3 ou 4 coins avant d'arriver à ma chambre. Donc je m'arrêtais à chaque fois et je me planquais un peu parce que j'étais sûre que quelqu'un me suivait en fait. Et tu connais ma phobie pour les fous et les psychopathes. Donc je l'ai fait sur chaque recoin littéralement jusqu'à temps d'arriver et je suis sûre d'avoir entendu des bruits de vêtements et à chaque fois ça avançait et à un moment j'ai même fait j'ai voulu surprendre en fait au recoin parce que je voyais que ça ne sortait pas et je me disais en fait il va attendre que j'ouvre ma porte, ça devient de la parano hein. Mais je me disais il va attendre que j'ouvre ma porte parce que ça fait un bruit particulier, il va se jeter sur moi, il va m'enfermer dans la chambre comme toutes les histoires qu'on entend. Et donc je me dis je vais pas attendre qu'il se jette sur moi pour m'enfermer dans ma chambre, je vais le surprendre moi en fait et j'ai sauté de l'autre côté du couloir là où il y avait un recoin et il n'y avait personne en fait. Et je me suis dit, waouh, alors soit en effet tu sais on sortait d'un ghost tour, alors même si c'était loin d'être flippant et qu'il y avait zéro histoire fantomatique clairement, ça peut peut-être monter à la tête, la fatigue, pourtant on n'avait pas bu de spritz hier donc il n'y avait pas d'alcool c'est sûr. Non je sais pas, mais vraiment par contre je pourrais vous dire je suis persuadée d'avoir entendu des petits bruits de vêtements qui se frottaient là et qui marchaient tout doucement, c'était vraiment très effrayant. Et voilà, c'était ma petite expérience. Donc on aura eu finalement chacune notre expérience. Que va nous réserver cette nuit, dis donc? Oui, parce que cette nuit, on part en enquête. Alors malheureusement, là vous voyez, on est en extérieur. Alors, on s'est mis à l'abri, hein, du coup, en terrasse d'un petit café, mais on est quand même en extérieur et il pleut. Je pense pas que ça va nous arrêter parce qu'on a très envie d'enquêter quand même. On va profiter de Venise et du fait surtout que les gens ne sortent pas la nuit pour se faire un Venise complet en enquête. Et on attend de voir ce qui va se passer parce qu'il y a quand même plein de choses à savoir sur les légendes et fantômes et justement on va vous en parler maintenant. Avant de commencer sur les légendes et les fantômes, on sait que c'est ce que vous préférez bien sûr et nous aussi.
Mais il est important de parler de l'histoire pour comprendre un petit peu peut-être certains phénomènes justement et certaines croyances. Alors bien sûr Venise, quand on vous dit Venise, même si vous n'y êtes pas allé, vous allez penser quoi ? Les gondoles à Venise, bien sûr, évidemment. On pense aussi au carnaval et on va, alors peut-être, si vous êtes un petit peu plus expert, vous allez penser au pont des Soupirs, ça fait partie des choses qui sont connues. Mais il y a plein d'autres choses à connaître sur Venise. Par exemple, moi j'ai découvert que Venise était composée de 121 îles. Ça représente 116 petites îles. Ok. Voilà, et ensuite tu as les petites îles autour. C'est ça qui est le plus fascinant, je pense, par rapport à Venise. Et là, il se met à pleuvoir un peu plus fort, donc si vous l'entendez, il y a peut-être un côté ASMR qui doit être intéressant. C'est ça qui est fascinant avec Venise, parce qu'en effet, c'est une ville littéralement qui est construite à la fois sur pilotis, à la fois sur plusieurs îles. On va y revenir après, mais ça a forcément des conséquences, parce que c'est une très vieille ville. Mais c'est quand même archi impressionnant, parce qu'on marche à chaque endroit et on se dit, mais là, en fait, on marche sur la mer, en fait. Donc c'est vraiment très particulier. Donc ici en fait on est dans la lagune Venète qui est en mer Adriatique, donc là face à nous il y a la mer Adriatique. En fait Venise a été fondée en 568 après Jésus-Christ par des réfugiés qui fuyaient l'invasion lombarde. Alors si vous ne savez pas, les Lombards sont l'ancien peuple germanique. En fait son nom vient des anciens habitants qui étaient appelés les Vénètes. À la Renaissance, en fait, c'est devenu une énorme puissance maritime, et ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et c'était une place commerciale vraiment centrale. On était sur un carrefour vraiment très très bien placé du point de vue du commerce. Et ici, il y avait énormément de commerçants qui s'installaient. On va y revenir sur certaines légendes. Il était impossible de ne pas passer par Venise si on était commerçant ou si on voulait faire du commerce. Vraiment, c'était un point central. On le sait aussi, et ça sans surprise, c'est un centre culturel depuis le XIIIe et ça a été aussi très important jusqu'au XVIIe. Alors pourquoi on en parle sur ces époques ? C'est parce qu'il y a énormément d'artistes qui sont passés ici, qui ont créé de grandes choses, qui ont eux-mêmes été créés, j'ai envie de dire, d'un point de vue artistique. On sait que bien avant ça, Léonard de Vinci par exemple a eu un atelier ici à Venise. Et voilà, et si on devait citer tous les noms, alors je ne vous les ai pas référencés parce que sinon on va vous assommer avec l'histoire, mais il y a énormément d'artistes qui ont fait Venise. Voilà, ça c'est vraiment un centre culturel très très important et un centre artistique aussi. À l'année, on en parlait avec Julie justement, on trouvait ça intéressant parce qu'en fait il y a très peu d'habitants à l'année. On se demande même s'il y a des écoles, on n'a pas fait attention mais on pense que oui, on a vu quelques enfants passer. Il y a 270 000 habitants. Et il faut savoir qu'à contrario, il y a plus de 20 millions de touristes qui viennent par an. Donc on parle vraiment ici de surtourisme et c'est un vrai problème. Si on revient un petit peu sur l'histoire, Venise a été pendant très très longtemps indépendante et c'est un petit peu à cause de Napoléon Bonaparte qu'elle a ensuite été rattachée à l'Italie. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est une ville qui souffre de surtourisme. On en a parlé beaucoup entre nous ce week-end parce qu'on trouve ça fou, mais c'est une ville qui a été déclarée cet été comme ville en péril. En fait, c'est une ville qui, alors je dis risque d'être submergée par les eaux, mais ça va arriver en fait, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que il est annoncé que d'ici 10 ans, il ne soit plus possible d'habiter ou de venir à Venise. Et on est vraiment dans un futur proche et c'est complètement incroyable. Et peut-être même par la suite que Venise soit engloutie par les eaux, un petit peu comme Atlantide. Il y a ici un phénomène qui s'appelle aqua alta, c'est quand la ville est inondée en fait. Donc c'est très connu et d'ailleurs nous tous les jours on a un risque d'aqua alta. On s'en rend compte sur la... J'allais parler de l'alarme et j'entends ça, mais non, ça c'est un bateau qui s'en va. Il y a une alarme en fait quand c'est aqua alta qui s'enclenche dans la ville et du coup les eaux montent en fait. Nous on a vu ça sur la place San Marco, on a trouvé ça un peu impressionnant parce que l'eau peut monter à la fois des berges, mais ça peut aussi monter des pavés et c'est très très bizarre en fait, des égouts, des pavés. Et du coup on peut se retrouver avec 1 mètre, 1,50 m d'eau en très très peu de temps. Et en fait, au fur et à mesure, il se dit que d'ici 10-15 ans, la ville sera complètement submergée. C'est terrible en fait, c'est absolument terrible. Dans les points très importants aussi par rapport à Venise, parce que je vous parle déjà d'aujourd'hui, mais il faut savoir que pendant plusieurs siècles, en fait, il y a eu une peste ici qui a été très importante. On a eu 6 invasions de peste depuis le XVIe siècle qui ont été complètement dévastatrices parce qu'on peut imaginer que sur des îles comme ça, quand il y a un cas de peste, forcément quasiment tout le monde l'attrape. Donc on estime à 50 000 personnes qui ont été touchées par la peste et surtout qui en sont décédées. Alors on verra tout à l'heure plus en détail ce qu'il est devenu de ces personnes.
Et ça, du coup, ça a été aussi un des points assez importants qui a fait Venise, justement, et qui a fait ces légendes, ces histoires et tout ce qui est imprégné ici. Alors désolé, il y a un peu plus de bruit autour, hein, mais on va essayer de faire avec. Mais c'est ce qui se ressent quand on se balade dans Venise, et peut-être même quand il y a un peu moins de touristes, on sent que c'est une ville qui a souffert, un petit peu comme toutes les villes en fait qui sont passées par le Moyen-Âge, par la Renaissance et par toutes ces choses-là qui ont fait que la peste est passée partout en fait, et elle a fait des ravages partout. Venise, c'est aussi une ville, comme je vous dis, qui était centrale et en plus qui était un pilier du commerce, donc forcément c'est une ville qu'on a tenté d'envahir à plusieurs reprises. Donc c'est une ville où il y a eu des attaques, où il y a eu des invasions, où il y a eu c'est vraiment une ville qui a beaucoup souffert, et à la fois c'est une ville qui est magnifique et qui resplendit de romantisme. Donc on est vraiment sur une fracture qui se ressent, et quand on est un petit peu sensible aux énergies, Venise c'est juste incroyable. Donc voilà pour son histoire. Je pourrais vraiment entrer dans les détails et vous raconter plus de choses. Mais déjà, toi, Julie, est-ce que tu as des choses à rajouter ? Ouais. Pourrait-on parler un petit peu du carnaval de Venise ? Oui, bien Parce que sûr. comment ne pas parler du carnaval de Venise quand on est à Venise, si célèbrement connu, et savoir que le premier carnaval, je ne sais pas si tu sais, mais il remonte en 1094. Wow. Et le doge, alors on parle de doge ici à Venise, c'est une sorte de gouverneur, une sorte de président de la République, puisque, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, Venise était indépendante pendant très longtemps. Et donc le doge qui l'a autorisé s'appelait Vitale Faglie, avec l'accent s'il vous plaît. Et à la base c'était quoi ? Le carnaval, c'était effectivement une fête avec des jeux où les jeunes gens se réunissaient. Et surtout, c'était fait pour toutes les conditions sociales. Et donc, à l'époque, il revêtait une grande cape noire qui s'appelle tabaro. Et il revêtait un masque qui s'appelle la bauta. La bauta, et c'était un masque blanc, et en fait le but c'était que personne ne puisse se reconnaître. En fait, ils mettaient un chapeau, ils cachaient leurs cheveux, etc., etc. Et tout le monde pouvait faire la fête de la même manière, en fait, peu importe la classe sociale. Bon, il y a eu quelques dérives quand même, c'est-à-dire que les jeunes hommes lançaient sur les jeunes filles qui étaient belles des ballons à l'eau de rose, et sur les jeunes filles qui trouvaient moches des ballons avec des œufs pourris. Oh non. Voilà, donc bon, ça c'est un peu le pendant négatif. 5 ans d'âge moteur. C'est ça, on va dire que c'est un petit peu le pendant négatif du carnaval. Et le carnaval de Venise, les costumes vont bien entendu se sophistiquer et suivre ceux de la Commedia dell'arte. Et le carnaval va connaître un peu son apogée jusqu'au XVIIIe siècle. Voilà. Il va être interdit sous la domination de Napoléon en 1790. Et Napoléon. Ouais, pas fun du tout. Et finalement, il va reprendre, mais assez tard, puisqu'il va reprendre vers les années 1960-1970 et donner le carnaval qu'on connaît aujourd'hui, donc avec tous les costumes de la Commedia dell'arte et des costumes plus somptueux les uns que les autres. Si vous avez l'occasion un jour de faire le carnaval de Venise, alors c'est encore plus bondé que d'habitude Venise, donc agoraphobe s'abstenir, mais c'est juste magique. Peut-être qu'on viendra la prochaine fois pour se faire un petit carnaval, écoute, au bal masqué, ohé, ohé. Alors, on va vous parler de 4 lieux fantomatiques connus ici à Venise, mais avant tout, sachez qu'il y a des légendes déjà connues. Par exemple, il y a le pont des Soupirs, donc on vous en parlait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, c'est rigolo parce que quand les gens passent en gondole sous le pont des Soupirs, qui est littéralement là à 10 mètres de nous, les gens s'embrassent et on dit que ça porte bonheur. Voilà. Mais c'est drôle parce qu'on ne sait pas pourquoi ça a fini par dériver comme ça, parce que la raison première est absolument triste et horrible. En fait, nous, on est passé par l'intérieur du pont des Soupirs, et à ce niveau-là, en fait, il y a des prisons, de nombreuses cellules. Et c'est aussi attenant au Palais des Doges, comme vous disait Julie, les gouverneurs. Donc c'est là en fait où il y avait les sentences qui étaient données, que les gens étaient enfermés, et du coup il se dit que le pont des Soupirs, passer par le pont des Soupirs, c'était un petit peu le dernier souffle pour les prisonniers avant de mourir. Donc c'est le pont des Soupirs. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, c'est devenu le pont des Soupirs d'un point de vue romantique, et les amoureux s'embrassent. S'ils savaient, c'est là où on se rend compte que les gens ne se renseignent pas beaucoup sur l'histoire quand même, hein. C'est un petit peu triste.
Peut-on revenir un tout petit peu sur le Palais des Doges et cette fameuse prison qu'on appelle la prison de plomb? Est-ce que tu sais pourquoi? Non. C'est parce que les toits étaient en plomb, tout simplement. Voilà. Okay. Et il y a quelqu'un de très célèbre qui est passé par cette prison. Est-ce que tu sais qui c'est? Alors, me dis pas Al Capone, parce que lui, il a fait toute la tôle du monde. Ok, c'est pas Al Capone, je sais pas. Non, c'est Casanova. Casanova. Bien sûr, Casanova, qu'on ne présente plus puisque tout le monde connaît Casanova. Le petit coquin. Casanova s'était fait arrêter pour mœurs légères, libertinage, nécromancie et ésotérisme, s'il vous plaît. Alors, donc je pense qu'on pourra reparler de Casanova. Alors on est vers 1750, 18e siècle. Okay. Et alors Casanova, il a fait plein de choses dans sa vie. C'était un homme très intelligent. Je sais qu'il est connu uniquement pour sa cuisse un peu légère, mais en réalité c'est beaucoup plus que ça, Casanova. D'ailleurs, il est décédé en République tchèque. Big up à mes amis tchèques. Voilà. Il est parti s'expatrier là-bas? Tout à fait. Il a fini ses jours là-bas. Ouais. Alors pas à Prague, dans une autre petite ville où il y est enterré d'ailleurs. Enfin, il n'y est plus enterré puisque sa tombe a été détruite, si vous voulez tout savoir. Alors pour des sombres raisons d'héritage, voilà, toujours la même rengaine. Mais en tout cas, à cette époque-là, donc Casanova se fait enfermer donc pour nécromancie, pratique de l'ésotérisme et libertinage, bien évidemment. Et c'était aussi un gros parieur, il jouait énormément. Et en fin de compte, c'est un melting pot, il se fait enfermer pour toutes ces raisons dans la prison de plomb. Et alors, ce que je vais te raconter est juste exceptionnel parce que ça sera la seule personne à réussir à s'évader de cette prison. Incroyable. C'est-à-dire que la seule personne qui s'est évadée de cette prison est Casanova. Et comment il a fait? Tout simplement par les toits. Et le mec, il est passé tranquille mimile devant les carabinieri de cette époque, tu vois, les carabinieri, pardon, de cette époque. Et personne ne l'a reconnu, personne n'a fait gaffe à lui. Et il s'est taillé. Incroyable. Ciao Pantin. Et est-ce qu'après tu crois que c'est pour ça qu'il est parti en République tchèque? Parce qu'il était non. En... Mais après il s'est exilé en France. Il a vécu un long moment en France où pareil, il pratiquait le libertinage. Alors attention, Casanova a de nombreuses conquêtes, mais finalement, si on rapporte à Rocco Siffredi, pas tant que ça, hein, parce qu'on parle de 123 jeunes filles. Attention les clichés italiens, Casanova, Rocco Siffredi. On parle de 123 personnes. Après, on parle de personnes qui seraient ramenées à de la pédophilie aujourd'hui, donc c'est pas non plus tout à fait terrible. Et on dit aussi qu'il aurait fait des trucs avec sa sœur. Bon, bref, voilà. Il ne l'a pas fait à l'époque. Évidemment, voilà. Ne lui jetons pas la pierre, mais enfin, bon, bref, tout ça n'est pas terrible. Et c'était quelqu'un de très fidèle, Casanova. En fait, soit il avait la cuisse légère, mais quand il était avec une nana, il était jusqu'au bout avec elle. Incroyable. Voilà. Un éternel romantique. Exactement. Incroyable cette petite anecdote. Et d'ailleurs, alors pour en revenir justement, tu disais qu'il était parieur. On a appris ici en effet que les casinos ont été inventés ici, à Venise. À savoir qu'ici, il y a un terme utilisé, donc casino, ça vient d'ici. Casino qui veut dire petite maison. Et du coup, dans ces petites maisons, à l'époque, les gens se réunissaient. Alors on disait que c'était un petit peu des lieux de légèreté. Alors ils venaient pour rire, pour boire, pour faire la fête et aussi pour jouer. Et c'est là en fait, à cette époque où les jeux de cartes surtout, mais les jeux de roulette ont commencé à être développés et ensuite ça s'est agrandi partout. Et c'est ici à Venise que sont nés les casinos, qui veut dire à la base petite maison. Je trouve ça trop mignon quoi. Ça n'a rien à voir parce que quand tu vois maintenant l'ampleur que ça a pris et genre... Las Vegas, par exemple, on n'est pas du tout sur le concept du casino, mais j'imagine qu'à l'époque, ça devait être très très sympa de venir dans un petit casino local. Et tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de Venise. Est-ce que tu sais que le papier a été inventé à Venise? Alors, on ne parle pas du papier tel qu'on le connaît aujourd'hui, on parle du papier de feuilles de coton, en fait. Et c'est de là que c'est de Venise que vient le papier. Incroyable. Il y a beaucoup de choses quand même qui viennent de Venise. Et tu vois, quand on disait tout à l'heure que c'était vraiment un point central culturel et aussi d'un point de vue de commerce, c'est vrai, Venise a été un point central mondial très très important. Bon, voilà pour les légendes, voilà pour l'histoire. Je vous propose maintenant qu'on passe à nos 4 lieux hantés. Et moi, je vais commencer par vous parler de la célèbre île de Poveglia. Alors, je suis persuadée que vous en avez déjà entendu parler, ne serait-ce que par Ghost Adventures, qui a tourné un épisode en 2008, ou le Grand JD, qui est aussi allé il y a quelques années. C'est un lieu qui est réputé, qui a une histoire assez sombre, mais il faut savoir, et malheureusement pour nous, parce que nous, on s'était dit, allez, on va à Venise, on va se faire Poveglia Island, c'est sûr, en enquête, on s'est renseigné,
Et c'est une île hyper interdite. Je vais revenir sur son histoire, mais il est vraiment interdit d'y aller. Ou alors, il faut vraiment trouver un bateau qui acceptera de faire ça sous le manteau, en fait, de façon complètement illégale. Mais là, c'est pareil, nous, on nous a fait une proposition de prix et c'était même pas la peine. Et puis, en plus, voilà, vous savez, Julie et moi, on est des petites filles très sages. Et en fait, on s'est dit, non mais... on est des honnêtes gens, messieurs, dames. Oui, on s'est dit faire un truc illégal, mais hors de question, en plus sans savoir les conséquences et puis les répercussions que ça pourrait avoir sur nos carrières, parce que nous, à côté, évidemment, on a des carrières qui sont assez importantes. Donc voilà, donc on s'est dit, Poveglia, non, tant pis, c'est dans notre tête, c'est un fantasme, mais il y a plein de choses à faire à Venise. Revenons à Poveglia. Poveglia, c'est une île qui fait 900 mètres carrés, qui est pas très loin d'ici, là, de Venise. C'est pas une très grande île. Il faut savoir qu'à la base, c'est une petite ville de pêcheurs. Voilà, il y a simplement des pêcheurs. Là-bas, c'est une petite ville tranquille. Et au 14e, en fait, les habitants ont été expulsés pour que l'île devienne un avant-poste militaire qui permettrait de sécuriser la lagune. Donc c'est vraiment une île qui est une des premières îles. Et voilà, c'était vraiment stratégique. On vous a parlé de la peste tout à l'heure, donc depuis le 16e, il y a énormément de cas de peste, et en fait, on vous a parlé aussi des 50 000 personnes qui sont décédées. Qu'est-ce qu'on a fait de ces 50 000 corps ? Eh bien, on les a enterrés à Poveglia Island. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a des squelettes, il y a des crânes qui sont retrouvés à la fois sur l'île et à la fois ici, sur la plage, parce qu'il y a une plage à Venise, sur la plage de Venise, puisque la mer ramène les crânes et les squelettes. Et ça, on n'y peut rien, puisqu'en effet, au bout d'un moment, c'est normal, hein, la terre rejette tout ça. Donc on a vraiment des preuves que tous ces corps ont été enterrés là-bas. Et Poveglia, justement, sa réputation, elle commence là. Elle commence au moment où on commence à enterrer des corps là-bas, parce qu'on s'est dit que cette île, de toute façon, ne sert à rien. C'est un petit peu l'île poubelle. Et en fait, au XXe siècle, il y a un truc qui va se passer qui est absolument incroyable. C'est que comme il y avait des bâtis sur place, vu que ça avait été un endroit militaire, et qu'ensuite ça avait été abandonné au moment où il y avait eu les quarantaines pendant la peste, tout ça, il y a un médecin qui est un petit peu dingue dans sa tête, qui s'est dit il faut que je trouve un lieu pour faire mes expérimentations, et il dit je vais aller là-bas, et donc il décide d'emmener des personnes qui étaient malades, des patients, il les interne là-bas, et il prend aussi avec lui des infirmières, et en fait de façon complètement illégale et pas du tout officielle, il commence à faire des expérimentations pendant quelques années. Il faut savoir que on en est sur un point où cette histoire est une légende, parce qu'en fait, il n'y a absolument aucun fait recensé, tellement ce gars a tout fait dans l'ombre, en fait, malheureusement. Mais c'est vraiment une histoire qui persiste avec des témoignages, et ce docteur a fait ça pendant de très nombreuses années. Et il faut savoir que son déclin est absolument incroyable. Spoiler alerte, ce médecin est décédé sur l'île. Il y a une double version qui est assez intéressante. Il y a une première version qui dit qu'il s'est suicidé. Elle est toute simple. Il y en a une autre qui est absolument incroyable et qui vient du témoignage d'une infirmière. En fait, il se dit que au fur et à mesure des années d'être un petit peu enfermé comme ça au quotidien au milieu des fous, je fais des guillemets parce que c'est un terme affreux, et à force de faire des choses qui étaient complètement folles et qui étaient déraisonnables, il serait devenu fou lui-même, en fait. Et il disait être suivi et poursuivi par des fantômes au quotidien. Et ça le rendait malade. Et un jour, il a été pris dans une course-poursuite avec des invisibles, où il disait qu'il était poursuivi par un fantôme. Et il court partout comme ça, dans l'hôpital, sur l'île, machin. Et pour je ne sais quelle raison, il décide de monter en haut de la tour la plus haute de l'hôpital psychiatrique. Et arrivé tout en haut, il se retrouve bloqué. Il tombe du haut de la tour, ou le fantôme le pousse de haut de la tour, ça on ne sait pas. Une infirmière le voit tomber, il ne meurt pas immédiatement, et elle dit voir une forme spectrale se jeter sur lui, l'étrangler et le voir mourir. Donc ça, c'est le témoignage, et je le trouve absolument incroyable. Je trouve toute l'histoire absolument incroyable de toute façon. Il faut savoir qu'ensuite, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, et qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1968, l'île de Poveglia est devenue une maison de repos. Alors je ne sais pas si tu t'imagines mettre ta pauvre mamie sur une île comme ça, isolée dans une maison de repos, avec l'histoire qu'il y a eu, mais jamais de la vie. Ouais, peu cher. Mais jamais on met nos mamies là-bas. Et en fait, depuis 1968, la maison de repos a été fermée, l'île est complètement à l'abandon, donc c'est complètement en ruine. On l'a vu, si vous avez vu les épisodes de Ghost Adventures ou du Grand JD, on voit que c'est complètement délabré.
En 2014, le gouvernement a voulu revendre l'île. Et il faut savoir que les Vénitiens, ils tiennent à toutes leurs îles ici, en fait. Peu importe l'histoire, ils tiennent à toutes leurs îles. Et ils ont voulu la racheter, donc ils se sont fait une sorte de petite cagnotte litchi, c'est mignon. Et ils se sont dit, on va la racheter, elle sera à nous, voilà. Au moins, comme ça, on est sûr que c'est pas un gars très riche qui la rachète pour faire on ne sait pas quoi. Et du coup, ils ont quand même réussi à réunir 440 000 euros. Mais malheureusement, un autre homme très très riche a déboursé lui 513 000 euros. Alors il s'appelle Luigi Brugnaro. Mais ce qui est très étrange, c'est que même si son offre était la plus forte, son offre a été annulée. Le gouvernement est revenu sur cette décision et depuis, l'île est toujours à l'abandon. Et si c'est illégal, on est d'accord que certaines personnes ont quand même réussi à aller. Genre, on le sait, Ghost Adventures, c'était complètement illégal ce qu'ils ont fait. Ils n'avaient pas du tout eu d'autorisation. Voilà, comme je vous le disais, il y a quelques marins ici qui peuvent vous emmener pour quelques billets, enfin des centaines de billets, attention, c'est pas pour 20 balles. Et il y en a qui le font. Alors après, il y a plein de témoignages. Les gens qui ont réussi à aller sur place disent qu'ils ont vécu diverses choses. Ça va j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce, on a vu des ombres, on a vu des formes spectrales, à des gens qui reviennent avec des griffures, ou alors des gens qui disent même qu'ils ont été poussés ou un petit peu violentés. Voilà, ça va vraiment de tout à rien. Donc il y a plein de témoignages. Après, je pense que c'est très facile de se monter la tête à partir du moment où Ghost Adventures est parti sur place. Mais nous, évidemment, on était intéressés pour y aller parce que c'est un lieu atypique et puis on aime les lieux comme ça où les légendes s'installent et pour vérifier un petit peu les faits, parce que souvent on s'est rendu compte que les lieux où il y avait des grosses légendes étaient vides en fait. Il n'y avait rien qui se passait. Donc on aurait bien voulu vérifier, mais on ne voulait pas braver l'interdit. Voilà. On n'a pas trop de regrets. On n'est même pas allé la voir, on ne s'est pas approché en bateau, donc on profite de Venise et de son histoire de façon absolument légale. Moi, de toute façon, on m'a dit qu'il y avait des gros comme des ragondins, donc j'ai même pas envie d'y aller en fait. Oui, merci River James de nous avoir prévenus, parce que du coup, peut-être qu'on a évité la peste. Justement, on aurait ramené la peste en France. Attention, il y a les Jeux Olympiques, déjà qu'on a les punaises de lit, alors merci. Alors on va pas ramener la peste non plus. Donc voilà, pour Poveglia Island, est-ce que tu veux nous parler d'un lieu, toi, ma chère Julie ? Bien sûr. Moi, je vais vous parler de Cadario, qui est un célèbre palais à Venise et qui voit le jour à la fin du XVe siècle, quand Giovanni Dario, qui est ambassadeur de Venise à Constantinople, veut se faire construire un palais. Et il fait appel pour cela à un architecte qui s'appelle Pietro Lombardo. Alors, il y a une légende qui restera une légende, puisque honnêtement, j'ai beaucoup cherché, mais j'ai trouvé peu d'infos fiables à ce sujet. Mais la légende dirait quand même que ce palais est construit sur un ossuaire templier où dormirait un dragon d'eau. Alors, pour ceux qui ne voient pas, Vanessa a pouffé dans son spritz. La légende dit ça, voilà. Et alors, le palais est construit et tout commence par une inscription qu'il y a sur la façade. Alors, excusez-moi, je vais essayer de prononcer ça avec mon petit accent Frenchy tout pourri, mais qui est écrit Johannes Darius Genio, qui est un éloge latin et qui veut dire à la base au génie de la ville Giovanni Dario. Sauf que c'est un anagramme. Et forcément, comme tout anagramme, quand on change les lettres, on a Sub ruina insidiosa genero, qui veut dire « je crée sous une ruine insidieuse ». Donc, de là à y voir une malédiction, il n'y a qu'un pas, et la légende de Cadario est lancée. Alors, il semblerait que donc, le palais ait été maudit, mais qu'on ait maudit toutes les personnes qui hériteraient ou qui vivraient dans ce palais, à l'exception de Giovanni Dario. Giovanni Dario, lui, il meurt, voilà, tout simplement, et il passe le palais. Donc sa fille hérite de son palais avec son mari. Et son mari se fait assassiner, il se fait poignarder à l'intérieur du palais. Et de là commence la longue déchéance de ce lieu. Donc son mari meurt poignardé. Elle va mourir juste derrière. Alors, certains parlent de suicide, d'autres disent cardiomyopathie de stress. Mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va décéder. Et puis, le fils va également décéder, lui aussi, dans une embuscade en Crète. Incroyable. Voilà, donc pas dans le palais, mais en tout cas, voilà.
Le palais va passer d'héritier en héritier. Il va être gardé par la famille Barbaro jusqu'au 19e siècle. On y reviendra tout à l'heure. Et au 19e siècle, il est vendu à Arbit Abdol, un marchand de pierres précieuses, qui immédiatement après avoir acheté le palais est ruiné. Il perd sa richesse et il doit vendre le palais à Rondon Brown, un historien anglais, qui 4 ans après l'achat, lui aussi se voit ruiné et se voit contraint de le vendre pour pouvoir éponger ses dettes. Déjà, on a pas mal de dettes sur ce palais. Il est ensuite acheté par un comte hongrois, puis il passe de main en main et il revient à un moment donné au français Henri de Régnier, qui va mourir d'une grave maladie. Après la guerre, il est acheté par le milliardaire américain Charles Briggs, qui va voir son amant être tué à l'intérieur du palais. Et on continue comme ça, encore et encore. Et je vous ai fait une petite liste en fait, parce que ça sera beaucoup plus parlant. Mais en gros, donc la fille de Giovanni Dario et son gendre et le fils de sa fille, son petit-fils, meurent. Ensuite, Giacomo Barbaro meurt assassiné à l'intérieur. Arbit Abdol est ruiné et meurt dans la misère. Rondon Brown, il se suicide. Charles Briggs, son amant, se suicide. Il passe ensuite au comte Filippo Giordano delle Lanze, qui est trouvé mort dans ce palais, assassiné par son amant. Ensuite, Fabrizio Ferrari est ruiné et sa fille est assassinée. Ensuite, Raoul Giardini est impliqué dans des histoires de corruption et se suicide. Il y a également être acheté par le manager de The Who, le groupe, et lui-même va finir ruiné et se suicider. Et d'ailleurs, c'est alors drôle, j'allais dire c'est très drôle. Non, ça n'est pas drôle, vous comprendrez bien, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il va également être acheté par John Entwistle, qui est bassiste de The Who, et qui meurt une semaine après son retour du palais d'une crise cardiaque due à une overdose de cocaïne. Et tout le monde est mort, en fait. Tous ceux qui se sont approchés de près ou de loin de ce palais sont décédés. Ruines, suicides, meurtres, enfin des choses vraiment pas glamour. Il se dit même que le simple fait de s'intéresser au palais fait de toi une victime potentielle. Voilà. Depuis 2006, la propriété, c'est une société américaine qui l'a rachetée, qui représente un acheteur inconnu, et elle serait en cours de restauration. Je dis elle serait, puisque pour l'instant tout est fermé. Nous sommes passés devant, les volets sont fermés, on ne voit plus rien du tout. Alors peut-être qu'à l'intérieur, ils font des choses ou pas d'ailleurs, on ne saura pas trop. Il est dit aussi que Woody Allen s'est intéressé au palais et il a vite changé d'avis et on comprend pourquoi en réalité. Alors, y a-t-il vraiment une malédiction sur le palais ? Est-ce que ce sont des coïncidences ? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais tout ça est très intriguant quand même. C'est très intriguant. Je crois que le cas Dario, c'est mon lieu préféré par rapport à son histoire. Parce que des histoires de lieux maudits, il y en a plein dans le monde. Et moi, je trouve ça fascinant. Moi, j'ai un peu de mal, tu me connais là-dessus, à croire en une malédiction qui aurait été posée un jour et qui fait que à chaque fois que quelqu'un y habite, voilà, qu'il va décéder. Maintenant, le fait est que nous, déjà, on connaît un lieu qui, en effet, selon moi, est maudit. Et en effet, quand tu constates que d'un point de vue transgénérationnel, à chaque fois qu'il y a un habitant, il se passe des trucs hyper graves, tu dis ouah, qu'est-ce qui se passe en fait ? Est-ce que c'est la Terre ? Est-ce que ça vient de la Terre ? Est-ce que ça vient des forces électromagnétiques ? Est-ce que c'est un égrégore sur place ? Tu vois, il y a vraiment des trucs qui se passent. Ça, par contre, on peut pas le... On peut peut-être contredire la malédiction sorcière en quelque sorte, tu vois, mais de là à ne pas pouvoir... mais de là à contredire qu'il se passe des choses aussi graves, c'est faux. Et tu vois, ça vaut pour ce cas, parce que ce lieu, la croyance, elle est tellement ancrée que maintenant, en effet, en tout cas, aucun Italien ne veut acquérir ce lieu. Et d'ailleurs, la guide nous disait hier que quand les gondoles passent devant, parce qu'elles sont presque obligées, ou les bateaux, ils font le signe de croix, ils essayent de passer le plus loin possible, parce que pour eux, c'est vraiment un lieu maudit.
Et si on s'en approche comme tu dis, eh bien ça peut aussi avoir une influence. Alors je rigolais tout à l'heure, vous m'avez entendu rire à gorge déployée, parce qu'on y va ce soir. Et oui, parce que nous on est comme ça. C'est-à-dire tu me demandes ce que j'en pense, apparemment j'y crois pas. Parce que on va essayer de s'approcher en fait. Donc si toi tu me dis que si même apparemment quand on s'y intéresse il se passe quelque chose, écoute, j'ai passé un très très bonnes vacances avec toi. Et on vous aime beaucoup. On vous aime, merci pour tout, pour votre fidélité. Mais bon, en tout cas voilà. Moi, je pense qu'il peut se passer des choses. Je pense que aussi, on peut parler de synchronicité, on peut parler de coïncidence, on peut parler parce que des suicides, des gens qui sont ruinés, des gens qui meurent, il y en a dans toutes les maisons. Maintenant, après, tu vois, quand tu le rassembles sur un lieu et que tu en crées une histoire, après, ça peut, je sais pas, peut-être que ça crée un truc. Est-ce que tu peux... Tu sais, je suis en train de me demander là, c'est une vraie question. Est-ce que si tu achètes un lieu comme ça et que tu as connaissance de son histoire, est-ce que tu peux pas créer un truc qui fait que tu vas diriger un petit peu ton destin, enfin pas ton destin parce que je crois pas au destin, mais ta vie vers un truc dramatique, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que maudit ou pas maudit, autant de décès tragiques dans un seul et même lieu qui n'est pas non plus très grand, parce que quand on est passé devant, c'est pas non plus un palais, c'est pas Versailles quoi, enfin au sens où on l'entend quoi. Non, par contre, il est quand même pas mal. Oui, il est pas mal, mais je veux dire, c'est pas Versailles quoi, voilà. Ce qui est sûr, c'est que voilà, autant de morts dans un lieu confiné comme ça crée un bel égrégore. Et qu'il y a quand même moyen effectivement de te laisser enquiquiner par un égrégore et d'avoir ta vie impactée par cet égrégore si effectivement tu fais rien quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as fait quelques recherches là-dessus, mais apparemment, il n'y a aucun chasseur de fantômes qui n'a pu rentrer, je crois pas non plus des médiums. Et je trouve ça assez étrange, parce que s'il y a une telle croyance, ou alors, est-ce que c'est tellement ancré que même les médiums ont peur d'y aller, ou je sais pas. En fait, je trouve ça fou en fait qu'on n'ait pas essayé de pousser le truc et qu'on laisse juste, ok, il y a une malédiction et tu vois. Est-ce que c'est pas une volonté de l'acheteur, qui est un acheteur anonyme, le dernier, tu vois, le dernier actuellement, est-ce que c'est pas la volonté du dernier acheteur d'enlever cette image justement de palais maudit, tu vois, qui sait, peut-être qu'il a envie de le revendre dans quelques temps aussi, et, tu vois, qui veut un peu étouffer l'affaire dans l'œuf. Donc là, tu dis, il est acheté depuis quand ? 2006. Donc depuis 2006, il y a un acheteur qui n'est pas dedans. C'est donc ça fait très très longtemps. Mais apparemment, il lui est rien arrivé à cet acheteur, apparemment. A priori. Bon, voilà, ça peut être intéressant de voir sur le long terme si en effet il se passe rien à son niveau et au niveau de sa famille. Mais en tout cas, quelles que soient les croyances, il est sûr et certain que le Cadario, je crois que c'est le lieu le plus intéressant de Venise, avec l'île de Poveglia. On va partir sur un autre lieu qui s'appelle le Palazzo Mastelli. Alors, Palazzo Mastelli, ça va être très très court parce qu'en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que quand vous essayez de vous renseigner sur les lieux les plus hantés ou fantomatiques à Venise, ce lieu-là ressort à coup sûr. Et quand on recherche un petit peu l'histoire, les faits sont pas terribles. On est vraiment sur du très très maigre. Il n'y a pas beaucoup de faits. C'est vraiment une grosse légende, mais on va quand même vous la raconter parce que c'est quand même une histoire très importante à Venise qu'on vous racontera si vous venez sur place. Donc le Palazzo Mastelli, c'est un palais gothique qui a été construit au XIIe siècle pour 3 frères. Ces 3 frères étaient marchands de soie. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ici, il y avait quasiment que des marchands qui vivaient ici. Il y avait beaucoup d'argent. Voilà, les marchands à l'époque étaient des gens très riches. Enfin, toujours aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment les riches, quoi, les marchands. Ces 3 frères s'appelaient Ryoba, Afani et Sandy. En fait, il faut savoir que l'emblème de cette famille, c'était le chameau. Et sur la devanture de cette maison, on voit déjà un chameau. Donc jusque-là, tout est normal. Ce qui est étrange, c'est qu'en fait, ces 3 frères sont aussi représentés sur la façade de la maison. Sauf que ils sont représentés de façon étrange et de façon très atypique, à un point de se dire, mais qui voudrait faire ça ? Ils sont représentés effrayés. Et on se dit, mais ouais, oui, si on voulait, enfin moi si j'avais un palais, déjà moi je voudrais me mettre dans ma meilleure position avec un bras en l'air comme ça, une jambe aussi. et là en fait non, ils sont dans une position effrayée. Et du coup, est-ce que la légende découle de ça ou est-ce que c'est la finalité de la légende ? La légende dit que en fait, une fois ils auraient vendu de la soie de très mauvaise qualité à une femme. Et cette soie avait été vendue très cher. Sauf que cette femme n'était pas une simple femme. On est un petit peu comme dans La Belle et la Bête. Cette femme était une sorcière. Et cette sorcière a maudit l'argent de ses 3 frères. Et lorsque ces 3 frères ont touché leur argent, eh bien, ils ont été transformés en statues. Et ils se sont transformés au moment où ils se sont transformés. Du coup, ils ont été pris de peur. Et ils sont donc, en tant que statues,
sur l'aventure dans leur maison depuis des siècles. Voilà, c'est la légende. Et très très dur, comme je te disais, de trouver des faits par rapport à ça. Alors il y a quand même une histoire très intéressante. C'est que bien évidemment, depuis ces 3 frères qui ont disparu pour de vrai après ça, donc après ils pourraient être n'importe où, ils sont peut-être partis habiter ailleurs, on s'en fout, mais en tout cas ils ont vraiment disparu. Il faut savoir qu'après ça, des siècles après, il y a eu plusieurs habitants, dont une famille qui en fait dit vraiment que le palais est hanté, et en 1757, ces habitants entendaient vraiment de façon quasiment quotidienne des cloches sonnées dans le palace, des bruits de pas, des portes qui claquaient, et puis ils voyaient parfois des ombres défiler comme ça, et ils ont eu tellement peur, ils n'arrivaient tellement pas à maîtriser ce qui se passait parce que c'était quotidien, qu'ils se sont enfuis et ils ne sont jamais revenus. Voilà pour le Palazzo Mastelli. Incroyable, hein? Bon, déjà d'avoir comme emblème le chameau, c'était déjà bizarre de base, mais donc du coup après on va de bizarrerie en bizarrerie. Mais voilà, alors toi tu as un dernier lieu pour nous. Alors, moi je vais vous parler del Casino degli Spiriti, la petite maison des esprits. C'est un palais que tout le monde connaît sous ce nom-là, qui n'est pas son vrai nom, puisque il tire son nom de la famille Contarini d'Alzafo, qui l'a fait construire. Donc à la base, il s'appelait Casino d'Alzafo, mais tout le monde le connaît sous la petite maison des esprits, et tu vas comprendre pourquoi. Donc, on remonte au XVIe siècle et tout le monde le connaît parce qu'en fait, ça aurait été un lieu de rencontres sataniques, de sectes et de rites démoniaques. Vous entendez mon petit rire démoniaque. À savoir qu'aujourd'hui, c'est un institut de charité qui s'appelle la Petite Maison de la Divine Providence. Donc, je trouve déjà que c'est un joli pied de nez par rapport à l'histoire de cette maison. Et en fait, en gros, on dit que dans cet endroit, il y avait une secte qui organisait donc des rites sataniques. Et on dit qu'on a vu beaucoup de gens la nuit cagoulés avec des torches à la main se diriger à l'intérieur de ce bâtiment. Donc on parle de procession, bien entendu, où les gens assistaient à des rites mystérieux et on entendait, a priori, des bruits étranges et des chants grégoriens qui sortaient de la maison. Alors, je ne sais pas à quel moment on a associé chants grégoriens et rites sataniques, mais why not? Je ne sais pas. Voilà. Donc, en fait, ce lieu a aussi été... le lieu de rencontre pour, on va dire, des jeunes gens aux mœurs légères, comme on disait à l'époque, des rencontres avec des prostituées, mais aussi des rencontres, comme souvent à cette époque, des artistes. Tu sais, c'est vrai que les artistes, ces époques-là étaient quand même souvent des gens en marge de la société et un peu frivoles. Et notamment pour ceux qui connaissent le peintre Titien, qui était là-bas, et d'autres comme Giorgione et Sandolino. Et en fait, il y a une histoire qu'on raconte qui concerne le peintre Luzzo, et donc qui se réunissait donc avec Titien et les autres. Et fatalement, il y a une histoire de femme là-dessous, tu t'en doutes, et elle s'appelle Cecilia. Et Luzzo est tombé éperdument amoureux d'elle. Sauf que, peu cher, elle sortait avec Giorgione, le copain de Luzzo. Ah, la coquinette. Une nuit, après avoir un petit peu trop bu de spritz, Luzzo, le cœur en miettes, a pris un fusil. Il est monté au dernier étage de l'immeuble et il s'est suicidé. Et depuis, bien entendu, on dit que son âme amoureuse erre dans les pièces du palais à la recherche de Cecilia, son amour. Voilà. Il s'est passé un fait étrange à la Seconde Guerre mondiale. À la fin, on va dire, de la Seconde Guerre mondiale, on a trouvé dans une malle qui flottait un cadavre complètement, je sais pas comment dire, complètement en pièces en fait, à l'intérieur. C'était le corps de Linda Simetta, qui était une contrebandière qui vendait des cigarettes sous le manteau. Et en fait, on dit qu'elle était très belle et que toutes les autres femmes étaient jalouses d'elle et que c'est pour ça, en fait, peut-être qu'elle aurait été tuée. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Linda, elle a disparu un soir et elle a été retrouvée morte dans cette malle, dans les eaux du Casino degli Spiriti. Et depuis lors, plus personne n'a jamais osé plonger dans ces eaux. Oh là là, et moi qui me disais tout à l'heure, j'adorerais plonger sous Venise. Et bah tiens. Bah pas trop, bien, non. pas trop. Oui, bah dis donc, super. Donc comme vous pouvez le voir, là ce ne sont que 4 histoires et on se rend compte déjà à quel point l'histoire apporte, comme je vous disais, une certaine richesse à tous ces faits, tous ces fantômes, toutes ces légendes.
Et il y en a plein d'autres, et il y a celle aussi que peut-être les locaux connaissent et que si jamais on se rapproche d'eux, ils pourraient nous raconter. Il y a celle qu'on pourrait découvrir plus tard, ou peut-être même ce soir, qui sait. Mais en tout cas, Venise, c'est absolument fascinant, et juste, si on veut s'y intéresser d'un point de vue culturel et historique, c'est incroyable, mais aussi d'un point de vue fantomatique. Nous, t'as vu ce qu'il y a écrit sur le bateau ? C'est trop bizarre. Poveglia. Alors voilà, on a un bateau qui s'arrête devant nous, qui vient de s'appeler. Alors on n'ira quand même pas à Poveglia ce soir, on vous le dit. On ne bravera pas les interdits. Mais c'est vraiment très bizarre ce qui se passe là. Enfin bref, tout ça pour vous dire que en tout cas, le podcast touche à sa fin. Nous on a passé un excellent moment à Venise, Julie et moi. On va partir vous filmer une petite enquête que vous pourrez découvrir bientôt. Et puis on a passé aussi un excellent moment à vous raconter ça, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez, ou même à nous raconter si vous êtes venu à Venise et que vous avez vécu, je sais pas, des phénomènes, ou que vous avez fait un ghost tour ou une enquête, n'hésitez pas à nous raconter, ça nous fera vraiment plaisir. En attendant, si vous voulez retrouver Julie, vous pouvez la retrouver où ça ? Eh bien sur Instagram, Julie est un toutoune, comme d'habitude. Ça ne change pas et ça ne changera jamais. Moi, vous pouvez me retrouver sur Vanessa-Paranormal Life. Là, j'ai un Linktree qui vous permettra de retrouver tous mes réseaux sociaux. Sachez aussi que le podcast a son compte Instagram, c'est whoyougonacall-podcast. Et là, du coup, on vous met en image tout ce qu'on s'est dit. Donc là, vous aurez des images de Venise et des maisons hantées, des lieux hantés. Si vous voulez nous rejoindre sur un événement, sachez qu'il y a aussi les Nuits Ghost Hunt. Vous pouvez aller sur lesnuitsghosthunt.com et tous les 3-4 mois en général, on organise un événement. Vous pouvez nous retrouver, moi, Julie et River James, et on se retrouve dans des lieux présumés hantés. Et on passe toujours des moments absolument délicieux, delicioso. Et quel est le prochain Ghost Hunt ? Oh là là, c'est le Ghost Hunt de Noël. On va dans un lieu magique. Alors, on va vous en parler, même si c'est complet, désolé. On va dans un château royal, l'un de mes lieux préférés en France, qui se trouve du côté d'Angers. Et du coup, soirée de Noël, repas, Ghost Hunt. On va dormir sur place. Il y a Papa Noël qui va venir. Et il y a notre Julie préférée qui va nous faire des décos de Noël partout. Ça va être la folie furieuse. Oui. Je pense qu'elle sera déjà une semaine avant sur place pour décorer. Mais bon, vous connaissez son amour pour Noël. Oui, elle est en train de me faire oui de la tête. C'est-à-dire que là, j'ai chanté les gondoles à Venise. Mais là-bas, je vais chanter Maria Carey. Oh mon Dieu, 3 jours non-stop. Oh là là. Vous n'êtes pas prêts. Moi, je suis pas prête, je crois. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, rejoignez-nous où vous voulez, que ce soit sur le podcast, Instagram ou sur les événements. En tout cas, on vous remercie une fois de plus de votre fidélité. Vous êtes les meilleurs, on vous adore, on vous aime d'amour fou. Merci à toi, ma Julie, de partager toutes ces aventures avec moi. Venise, c'était incroyable. Ciao, Bella. Ciao.